Merci. Oui, merci Madame la Préfète. Je voudrais saluer le travail qui vient de nous être présenté, qui est vraiment un travail qui va permettre de redonner à cette vallée, je dirais, tout son maximum d'oxygénisation, parce qu'effectivement, la vallée aujourd'hui a besoin, il y a un potentiel très très important et il faut que nous regardions devant pour construire un vrai projet. Économique, social, environnemental, je crois que la question de la triple performance a été relatée à travers les propositions qui ont pu être faites. Et donc, bon, le président de la région a eu l'occasion de le dire l'autre jour lors du point presse où il y avait le département, le pays, les partenaires locaux, les représentants du conseil départemental et les élus locaux, que ce vrai projet, c'était un projet, on devait en faire un vrai projet, je dirais, régional qui permet au carrefour des trois provinces de donner tout son sens au rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, notamment puisque tout coïncide et tout communique, les uns se jetant dans les bras de l'autre. Donc il faut vraiment que l'on soit là des acteurs, je dirais, réunis pour garantir de bonne fin ce projet qui nous emmène dans les années futures. Un deuxième point qui me paraît important, c'est la notion de faire vivre le territoire. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ne sanctuarise pas ce territoire. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude d'entendre des reproches des fois en disant toute action et toute intervention, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et souvent publique, risque d'empêcher toute activité de se développer. Je crois qu'au contraire, c'est vraiment, et vous nous le démontrez à travers ces propositions, qui ont le mérite vraiment d'une super base de travail et de projet pour le futur, mais en même temps, qui doit nous permettre d'aider à ce que toute la périphérie de cette vallée soit en capacité de tirer le bénéfice de ce travail. C'est-à-dire que c'est un investissement très fort qui doit en même temps permettre que justement tout le territoire doit en bénéficier. Ça veut dire que derrière cela, on doit être capable de faire émerger des nouveaux projets, là aussi, qui vont être liés, qui vont faire le lien avec le territoire dans toute cette vallée du Sud-Manche. Je voudrais aussi dire deux ou trois éléments sur le travail à mener, notamment sur les parties avant l'effacement du barrage. C'est ce que nous avions proposé à la région il y a maintenant 5 ans, c'était de dire qu'il y a un travail préalable à faire pour éviter la catastrophe sur le plan notamment des pollutions à risque. Alors c'est vrai que la phase de vidange avance puisque la ministre commence à fixer les choses, mais il faut vraiment que tout ce qui va nous permettre de revivifier les bassins versants soit aussi quelque chose que l'on mette en œuvre assez rapidement. Je pense par exemple à la partie agricole. Nous avions eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, parce que la crainte, par exemple, des riverains qui disent « mais demain, on pourrait avoir des inondations et autres », je crois qu'on a déjà des phénomènes climatiques qui nous amènent, et on les aura de plus en plus avec le réchauffement climatique, à des problèmes qui font craindre que les habitants ne seraient plus en sécurité à certains moments. Et donc si on veut vraiment éviter le pire, puisque le réchauffement climatique est là de toute façon, c'est de travailler déjà dans les bassins versants avant, je dirais, la phase qui serait celle qui viendra dans le temps. Et puis, juste un petit clin d'œil par rapport à votre projet. EDF a beaucoup travaillé sur ce site depuis de nombreuses années. Alors c'est un peu l'utopie ce que je vais dire, mais vous le prendrez comme ça. Puisque EDF semble ne plus vouloir valoriser le barrage, eh bien qu'en même temps on puisse trouver une solution pour que les lignes électriques qui doivent continuer à faire circuler l'électricité, parce que c'est quand même une grosse pollution visuelle, et pas que visuelle, on trouve une solution. Mais là c'est de l'utopie, puisque ce sont des THT, mais ceci dit c'est quand même une sacrée verrue sur le plan d'eau, et que voilà, mais ça c'est ma manière à moi de regarder les choses, en plus en habitant tout à côté. Sur l'investissement de la région, enfin l'investissement, la manière dont la région va accompagner, je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails, les choses ont déjà été fixées là, et le président de la région l'a réaffirmé l'autre jour à Saint-Martin-de-Landelle. Bien sûr, il y a le contrat de plan État-région, il y a les investissements
qui seront pris en charge et qui peuvent être pris en charge dans les règles qui nous sont fixées. Il y a aussi les politiques que nous menons et que nous actionnons, je dirais, pour l'ensemble du territoire normand, ce qui nous concerne encore aujourd'hui, avec le lien avec les fonds européens, que ce soit sur le développement rural, que ce soit sur toutes les parties agricoles. J'ai vu que dans la fiche agriculture, il y avait la déclinaison des actions, et puis on retrouve FEADER, FEDER, CRBN, voilà. Donc tout est lié. Il est bien évident que le plan de développement rural que nous venons de travailler depuis 2 ans avec les acteurs agricoles de la région, qui vient d'être envoyé, ce PDR qui vient d'être envoyé à Bruxelles il y a 8 jours à la Commission européenne pour obtenir le tampon de l'Europe et pouvoir décliner ces crédits, rentre complètement dans les actions. Je ne les détaille pas, mais cette partie-là, effectivement, le FEADER et les actions de la région, je vais prendre un exemple. Le chèque conseil agricole qui est donné pour le secteur agricole, c'est un seul point que je prendrai, je ne rentre pas dans les autres. Ça permet de faire appel à la région pour, je dirais, en relevant le nez du guidon, penser son projet personnel ou collectif pour le territoire. Donc il faut vraiment que l'on soit en capacité d'amener tous les acteurs du territoire à penser un projet qui n'est pas simplement on nous oblige de faire ça parce qu'il y a obligation dans cette vallée, mais en même temps d'avoir une approche globale qui permet de dire voilà, il y a des problématiques qui sont agricoles, qui sont économiques, qui sont sociales. On doit les inclure dans un projet à court ou à moyen terme pour notre propre entreprise. Et donc comment je me positionne dans l'avenir, qu'on profite de cela pour aller, parce qu'il y a ces crédits bien sûr d'encouragement, pour aller faire appel à des cabinets qui sont spécialisés, dont on a validé quelques dizaines à la région, qui permettent d'accompagner dans l'idée d'un agriculteur ou d'un entrepreneur à dire qu'est-ce que je me projette pour les 5 ans en termes économiques, en termes dans la dimension sociale, dans la dimension environnementale, dans la meilleure valeur ajoutée de l'entreprise, pour que ce qui est décliné là dans la partie agriculture et agricole, eh bien, soit moteur pour faire du collectif ensuite. Voilà, que ce soit en circuit court, en circuit long, en innovation, en énergie haute. Tous ces éléments-là me paraissent très importants, il ne faut pas passer à côté. On est à l'heure de l'histoire et à mon avis, cette vallée, elle va vivre ce que nous allons en faire. Nous, les acteurs, on a intérêt à jouer collectif. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je n'ai pas de micro, mais je vais essayer de parler assez fort. Merci Madame la Préfète, Eric Goupil, merci. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités à partager ça aujourd'hui, à partager le travail de M. Roche et des maîtres du rêve qui, effectivement, me semblent aussi de bonne qualité, mais on y a un petit peu participé, même si techniquement, forcément, il nous a amené toutes ses qualités. Je rejoindrai M. Dufour sur un point très précis. Quand il a parlé, alors je serai beaucoup plus terre à terre que lui, mais néanmoins quand il a parlé, je dirais, des difficultés que représentaient les lignes électriques, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un problème sur lequel il faudra bien se pencher si on veut continuer à promouvoir cette vallée. Parce que cette pollution visuelle que représentent ces lignes-là pose un problème actuellement vis-à-vis des clientèles que nous pourrions à l'avenir avoir sur ce site. 2 questions, Madame la Préfète, Monsieur Bouvier, et une suggestion à Monsieur Roche un petit peu après. La première question, c'est bien entendu le début de la vidange. Parce que forcément, ça impactera, je dirais, la vie de la masure. Aujourd'hui, la réhabilitation du site de la masure est actée, même financée, je vous en remercie. Et la communauté commune prend sa part, bien entendu, là-dedans. Mais le second, je dirais, le second coup du fusil, si vous me permettez l'expression, c'est sa reconversion. Et si la masure n'est pas reconvertie avant les 2 ans de vidange, la masure ne saura pas travailler sans eau. Aujourd'hui, d'ores et déjà, il a fallu abaisser le ponton pour pouvoir continuer à travailler. Donc ça, c'est ma première question. Et puis ma seconde question, c'est un sujet que nous avons évoqué hier soir très brièvement avec M. Bernard qui est derrière moi.
En termes d'études d'inondation, nous avions une question, et je m'en étais entretenu avec vous, Madame la Préfète. Il ne suffira pas de prévenir les inondations, il serait intéressant que nous puissions les combattre. Quels sont les outils qui nous permettront à l'avenir de prévenir les populations de Poyet et de Lucé contre les inondations? Voilà, ça c'était la seconde question. Et puis une suggestion, je vous en avais déjà fait une, Monsieur Roche, concernant le cheminement piéton qui devait passer au plus près de l'auberge du lac pour qu'elle puisse, économiquement parlant, ne pas être oubliée. Et dans la même veine, je pense qu'il serait intéressant de revenir sur la carte des cheminements et la carte avec la carte de la voie verte. Je ne sais pas si c'est possible, mais néanmoins, il serait intéressant que vous puissiez tenir compte de la même réflexion que je vous avais faite pour l'auberge du lac sur Isigny-le-Bois. C'est-à-dire que la voie verte, l'ancienne voie de chemin de fer, pouvait passer par Isigny-le-Bois. Ce cheminement passerait par Isigny-le-Bois, voilà, c'est parfait. Vous voyez le bourg d'Isigny-le-Bois. Donc ce cheminement vélo que vous avez identifié, nous l'avions nous imaginé, passant évidemment dans le pour permettre à nos activités de pouvoir perdurer et permettre à nos commerces. Or là, ça passe à côté. Voilà, donc ça serait, je pense, intéressant que ça puisse être vu de cette façon-là. Alors, je n'avais pas pu passer à l'atelier cheminement la dernière fois, mais donc il serait intéressant que ce cheminement puisse intégrer le bourg d'Isigny-le-Bois, parce que nous travaillons aussi de notre côté, nous, à faire en sorte d'attirer les randonneurs, et nous y prévoyons un gîte d'étape. Donc il serait intéressant que ça passe par le bourg d'Isigny-le-Bois. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. J'ajouterais que rien n'est figé là. On est en train de travailler sur. C'est pour ça que je vous fais une suggestion. Peut-être prendre des questions. C'est une question politique très courte, Madame le Préfet. À plusieurs reprises, d'abord, si nous sommes bien, c'est que nous voulons construire. Et pas autre chose. Il n'en reste pas moins qu'à plusieurs reprises, Gilbert Badiou a parlé syllabasement écrit. On sait lire entre les lignes, on sait lire les non-dits également. Mais comme je m'adresse à vous, c'est parce que, alors, je veux dire, comme le temps, et je tiens à être assez réunion, j'ai demandé à mon directeur de cabinet qui me représente à une cérémonie qui a lieu à 17h. Donc, du coup, je lui donne mon discours. Voilà. Merci. Bon, je reprends. Donc si nous sommes là, c'est que nous sommes là pour construire. D'abord, premièrement, c'est la préambule. Il y a plusieurs reprises que je disais tout à l'heure, j'ai entendu Gilbert Badiou dire syllabasement un lieu. Alors, on sait ce qu'il en est, on sait lire entre les lignes, on sait lire les non-dits des lignes. Mais il n'en reste pas moins que sa longue position, excepté pour le cas de la vidange, mais les écrits d'une situation ambiguë. Je pense qu'il faudrait que ce soit levé assez rapidement. Le deuxième point, ça concerne la masure. Mon collègue d'Isigny-le-Bois a parlé. J'ai vu dans ce dossier, vous en parlez aussi, parce que dans le premier dossier, je n'avais pas vu, vous parlez tout à l'heure à Gilbert Badiou, qui a répondu quasiment à ma question. Il est malin. Mais il n'en reste pas moins qu'on parle du contenant de la masure. Le contenu, c'est une autre paire de manches. Et si vous avez parlé du Saint-Hilaire dans un certain nombre d'actions, il serait bien possible de mettre, d'associer en quelque sorte la commune d'Isigny, elle est associée bien sûr par le maire, mais d'associer la commune d'Isigny et la masure, je pense notamment au collège, pour faire un vrai projet qui puisse. Mais encore faut-il que l'éducation nationale soit à nos côtés, Madame le Préfet, et ça, c'est pas encore assuré. Oui, Madame Manet, ici. Oui, deux petites observations. Une au titre du patrimoine. Nous avons un patrimoine architectural, naturel extrêmement important dans la région, mais il y a aussi un patrimoine industriel. Or, comme vous avez évoqué de garder quelques éléments du barrage, moi je vous rappelle que le barrage de Catco, barrage en goutte, entre les deux guerres, est encore cité comme exemple dans les écoles d'architecture. Alors vous pouvez peut-être aussi appuyer sur cet aspect quand vous envisagerez des aménagements dans le site. Deuxième observation, au niveau de la qualité de l'eau. Qualité de l'eau, mais on sait très bien que la cellule
eh bien, est dépendante des affluents qui sont antérieurs, notamment les ronds. Et alors là, avez-vous prévu, au niveau, pour les agriculteurs, une politique d'incitation, polluants, nitrates, phosphates, parce que nous sommes de la baie, nous y sommes extrêmement sensibles. Et troisième point, toujours le même, c'est celui des crues, mais des très très fortes crues, qui entraîneraient les sédiments mis en caisson. On m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que pour revégétaliser la Rance, il a fallu au moins 30 ans. Oui, assez longtemps. Donc j'insiste sur cet aspect de précaution vis-à-vis de la baie. Voilà. Merci. Oui, c'est moi. Isabelle Cantarzier, je suis présidente du conseil de développement du syndicat mixte du Pays de la Baie. C'était 3 questions rapides, plutôt à Anne Roche. Je voulais d'abord m'associer aux félicitations qui ont été faites sur la qualité de ces études. Et donc, vous posez 3 questions. Vous avez parlé de volet touristique, de volet économique, de volet... pourquoi n'avoir pas fait un volet culturel à part entière, puisque dans tout ce que vous avez présenté, il y a une forte part de culture au sens du développement économique, puisque vous avez parlé de land art, vous avez parlé du château de Ducet et de l'art floral, vous avez parlé d'un projet scientifique, culturel et scientifique sur Ducet, toujours. Donc je pense qu'on pourrait faire un vrai volet culturel. On oublie toujours la culture comme dans sa dimension économique. Deuxième remarque également, qui rejoint toujours la dimension économique de cette vallée potentielle, économique et commerciale. On a parlé tout à l'heure de l'auberge du lac. Chez vous là, à Isigny. On peut aussi avoir un volet lié à un développement de guinguettes au bord de l'eau, de restauration rapide et lié à la qualité des produits de notre territoire. Donc, je pense que c'est un volet certainement important également à exploiter. Et troisième question, sur ces 20 km, est-ce qu'il y a eu un travail de fait qui relierait ces 20 km à partir de Saint-Hilaire jusque la baie? Je sais qu'il y a des problèmes de propriété, etc. Mais enfin, est-ce qu'on peut quand même amorcer cette réflexion et la rattacher à la relation avec la Bretagne? Voilà. Sur ce premier coup de questions, après je me tournerai vers le technicien de la DPR et la DPR. Peut-être réponse sur la question du calendrier de vidange. Donc, la ministre a expressément demandé, par un courrier qui est daté du 26 juin, effectivement, d'engager la phase de vidange. Donc, à partir de là, nous avons retravaillé la semaine dernière avec toutes les équipes pour voir effectivement très précisément dans quel calendrier on s'inscrit par rapport à celui qui avait été initialement prévu dans le cadre de l'enquête publique. Puisque je rappelle, ça c'est important aussi, parce que je sais qu'il y a d'autres questions qui ont été posées, ça veut dire que la vidange telle que la ministre nous demande d'engager, nous la faisons telle qu'elle est prévue dans l'enquête publique que vous avez connue sur la raison, c'est-à-dire exactement dans les mêmes conditions. Voilà, ça c'est la première chose. Ça répond aussi à la question de la façon dont on traite les sédiments. Donc on est bien dans les mêmes conditions de réalisation de la vidange. Donc ça veut dire que concrètement, du coup, nous reprenons tout les marchés qui vont passer avec les marchés de maîtrise d'œuvre dès à présent, puisqu'on est pour le coup décalé dans le calendrier, avec un lancement de consultation des entreprises pour la gestion sédimentaire, je rappelle encore une fois que nous la faisons conformément à l'enquête publique en janvier 2016, un marché notifié en juin 2016, réalisation des travaux de gestion sédimentaire préparatoire à la vidange de juillet 2016 à avril 2018, et là, conjointement avec un abaissement progressif du plan d'eau, mais sans ouverture des vannes de fond d'ouvrage. Et donc, le début de la... Je vais trop vite, non, ça va ? Le début de la vidange, proprement dit,
c'est-à-dire que là, qui est marqué par l'ouverture de la vanne de fond du barrage, là, on sera en avril 2018. Et là, ça permettra de poursuivre les travaux sédimentaires jusqu'à la SEC, et on arrivera en juillet 2018. Et là, on pourra faire cette fameuse revue, fameuse examen technique qui est l'obligation de revue de sûreté que nous avons. Et dans la foulée, nous réaliserons les brèches dans le barrage en août-septembre pour pouvoir permettre les écoulements de crues que la vanne de fond ne peut absorber. Et là, pour avoir une mise en sécurité de l'ouvrage. Et là, ça veut dire aussi qu'on aura déconstruit le bâtiment. Donc, on fait une vidange, je résume, on fait une vidange exactement dans les conditions de celle de l'enquête publique, avec un calendrier qui est décalé par rapport à l'enquête publique, c'est ce que je veux dire. Est-ce que j'étais... Voilà. Sur ce plan-là, est-ce que j'étais claire? Ma question, Madame la Ministre, c'était... Je ne suis pas ministre encore, ça va. Madame la Préfète, j'ai oublié par Madame la Ministre. Madame la Préfète, il y a des préfets c'est vrai. Mais ma question c'était, aurons-nous la possibilité et les moyens financiers de reconvertir la masure et faire en sorte que les 30 emplois qui sont annuellement là-bas puissent avoir la possibilité de reconvertir. Voilà. Est-ce que cette masure aura la possibilité d'être reconvertie avant la vidange, avant l'inutilité ou l'impossibilité d'utiliser le plan d'eau? Pour être très clair, vous connaissez l'enchaînement des phases. Le plan d'eau était maintenu normalement à son niveau assez haut cet été-ci, initialement, comme on décale d'un an en fait les travaux. L'été 2016, le plan d'eau sera à la cote aussi 58, puisque comme l'a annoncé Madame la Préfète, les travaux commenceront donc à partir du mois de juillet. À partir de ce moment-là, c'est la mise en route en fait, à la période de préparation. Donc les travaux proprement dits ne commenceront qu'à la sortie de l'été, à la période estivale. Et dans un premier temps, si vous vous souvenez, nous commençons par les travaux qui sont sur les grandes. Et donc on garde un niveau haut en fait du plan d'eau pour réaliser ces travaux. On a l'obligation d'avoir un niveau haut en fait pour la production des travaux. Donc même en 2016, en fait, le plan d'eau sera à la cote qui est maintenue à l'heure actuelle. Par contre, été 2017, là, on aura, monsieur, qu'on soit précis, été 2017, là. On aura baissé à l'été 2017 le plan d'eau, donc par étapes. Hein, on abaisse petit à petit les cotes intermédiaires, 56, 54, 52, comme c'est la préfète tout à l'heure. Ma question, mais je comprends bien le déroulé, mais ma question c'est, aurons-nous la possibilité de reconvertir la mesure pendant ce temps-là? Voilà, la question est là, avant l'été 2017. Avant l'été 2017. Puisque 2017, la mesure ne peut plus travailler. Donc elle n'a plus petit. En 2016, elle ne pourra même pas rembourser. Monsieur le maire, en ce qui concerne, on a fait le tour des financements mobilisables. On sait ce qu'on peut faire. À partir de là, effectivement, il faut aller très vite, c'est sûr. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Et pour le coup, là, je retourne en voisin droite, c'est-à-dire que, encore une fois, les financements qui sont mobilisables sur la mesure, évidemment, et qui va sur notamment la création des plans d'eau pour pouvoir garder à la mesure son activité d'initiation, etc. Les financements qui sont mobilisés, je pense au couvert d'André Berne, ils sont aussi pour le plan d'eau sur l'agence de l'eau, on est bien dans le cadre d'un projet lié à l'arasement du barrage. Est-ce que sur la planche, j'étais claire? Sur la question des crues, la ministre avait aussi bien noté ce point-là. D'ailleurs, c'était un point qui avait été évoqué aussi, d'ailleurs, dans la mission d'expertise. Vous savez, vous l'avez peut-être oublié, mais il y avait un plan de prévention des risques d'inondation qui avait été initié en 2009. La perspective de l'arasement avait fait que mon prédécesseur, peut-être mon antéprédécesseur, je ne sais plus,
en 2010, avait suspendu cette procédure de l'EPRI. Mais on a vraiment un travail qui existe, on a un dossier qui existe, qui peut être repris avec complété, puisqu'on a une procédure obligatoire maintenant, notamment de concertation avec le public, de consultation des conseils municipaux et d'enquête publique. Mais là, notre ambition, c'est de redémarrer ces travaux-là pour avoir un PTRI qui soit adopté à la fin de l'année 2017. Donc, sur cette question de crue et de prévention des inondations, donc là, la balle est on va dire maintenant, dans notre camp, de relancer ce travail-là pour que le BPRI soit fait, prêt, à partir du moment où la procédure d'arrasement aussi s'enclenche. Après, ça sera complété aussi, puisque nous aurons un dispositif d'alerte du cru sur lequel j'ai l'engagement, puisque c'est le préfet de région encore et Normandie qui est visionnaire. Donc j'ai eu la confirmation de l'engagement d'un système de cru à l'image de ce qui existe dans d'autres secteurs du département, sur d'autres rivières. Après, en termes de dispositifs d'annonce, là ça c'est des dispositifs d'annonce de cru. Après, l'ouvrage, ça à voir s'il y a besoin de faire des choses, mais après là on revient sur des compétences que la communauté de communes d'Avranches Saint-Michel a pris en termes de GEMAPI et de gestion des inondations. Donc là, voilà, on a des outils. Là, on a des outils. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Pierre Cornel, président de la communauté de communes de Saint-James. Je voulais intervenir sur la responsabilité que vont avoir les collectivités locales très rapidement, puisqu'on va avoir des questions quand même qui vont se poser localement. Ce sont des questions d'urbanisme. Je pense qu'on est en train de travailler sur nos documents d'urbanisme, où on les a déjà élaborés, donc il va falloir les réadapter, je dirais, un peu aux circonstances suite à l'arasement des barrages. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a un certain nombre d'éléments qui, en fait, quand on prend Ducé, Saint-Hilaire de Harcouët, c'est 10 communes concernées à peu près aujourd'hui, 9 à 10 communes. Ça veut dire qu'on a des problématiques aujourd'hui d'accès en termes de voirie. Donc, quand on parle de vidange, etc., on s'est rendu compte en 93 que c'était quand même, entre guillemets, une certaine pagaille dans l'organisation. Je souhaite qu'on anticipe un certain nombre de choses, et ça me paraît très important. Et je pense que là aussi, les collectivités locales ont une responsabilité par rapport à ça, ça me paraît très, très important. Quand on cite aujourd'hui Guerre-les-Dents, qui attend à peu près 1 500 000 visiteurs, c'est ce qui a été annoncé suite à la vidange depuis le mois de mars et jusqu'en septembre, et il s'avère qu'il y a des jours où ils ont 25 à 30 000 personnes, donc c'est pas 30 000 personnes sur un espace-temps, et là c'est pratiquement par jour. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments aujourd'hui qui vont arriver sur nos collectivités, qu'il va falloir aujourd'hui sur lesquels on s'investisse, on s'engage et que l'on sache comment on va s'organiser. Et ça va être très très urgent de le faire. Et je pense que ça fait partie de ces choses où les collectivités locales, après, auront aussi des responsabilités et peut-être aussi financièrement des accompagnements qui seront nécessaires sur le réaménagement de la vallée. Je crois que c'est autant de choses que les collectivités locales doivent aujourd'hui pouvoir retravailler, être mises autour d'une table pour dire comment est-ce qu'aujourd'hui on gère tout ça. Alors, sur la question puisque la vidange maintenant, là, fait démarrer le processus, la ministre m'a demandé spécifiquement de constituer un comité de suivi. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on va se mettre, c'est-à-dire avec la vision sur la façon dont les choses se passent avec l'organisation autour d'un chantier, bien évidemment. Vous avez raison. Donc là, c'est clair que tout ce travail-là à faire. Il y a un travail aussi très fin, de cohérence à faire entre la gestion de la vidange et la préparation, notamment de la gestion des sédiments, avec après, c'est là où c'est important aussi, là, pour le coup je rejoins un peu la question de M. Lépine, c'est que plus on a la possibilité, nous, de gérer la gestion sédimentaire et de préparer le terrain qui sera favorable, très préparé, si je puis dire, pour traiter les paysages tels que les projets voudront qu'ils soient par rapport à ce qu'on vous a présenté.
Et là, en plus, si on fait ça de manière intelligente, on a des économies d'échelle à faire, évidemment financières, bien évidemment. Oui, madame. Attendez, peut-être madame qui doit ouvrir la partie. Allez-y, comme vous voulez. Bonjour, Céline Crochet, maire déléguée de Vezin, mais il est possible que mes questions rejoignent celles de Marie-Hélène Fiacre. Moi, je souhaitais poser la question de la durée pour la reconstitution d'un paysage tel qu'il pourrait ressembler à celui de vos photographies ou de vos plans. Je pense que c'est une notion vraiment importante et qu'on doit l'avoir en tête. Elle n'est pas mentionnée, je m'en étonne, dans le projet, parce que ça me semble essentiel. Et d'autre part, il y a une question que j'avais déjà évoquée à une réunion de septembre, mais M. Bern m'avait répondu. De toute façon, c'est pas grave, il y aura des pâturages, ne vous souciez pas de ça. C'est la question de l'entretien, des cheminements et des structures qui seront en place. Je vous remercie de répondre. Oui, moi la question, elle était complémentaire. C'est bon, pas seulement l'entretien, mais dans le projet, il y a des choses qui sont attrayantes. L'investissement, on ne le fait qu'une fois, mais après, la structure, il faut la faire fonctionner. Donc, il y a des tyroliennes, des sentiers suspendus, des jardins. Tout ça, ce serait géré par qui, comment, financé comment. Donc, toutes ces questions-là, à un moment ou à un autre, il va falloir se les poser et y répondre. Oui, je voulais répondre à Quentin Mosé qui avait posé 3 questions. Très rapidement, effectivement, le volet culturel, on n'en a pas fait un volet à part entière. Ceci dit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, pour nous, la culture c'est transversal. Donc en fait, il y avait ce choix d'isoler, de dire on a un volet spécifique culturel, ou en fait de retrouver le culturel dans toutes les dimensions. Mais bon, ça peut peut-être être amélioré dans la présentation et dans la communication. Le deuxième point, c'était un point concernant l'aménagement éventuel de guinguettes ou de restaurants supplémentaires. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment évoqué ou exploré. Simplement, à un moment donné, on s'est quand même posé la question, il faudra se la reposer, du devenir d'un certain nombre de cabanons qui existent et de voir s'il n'y a pas des solutions qui peuvent être trouvées. Je ne dis pas que c'est la guinguette, mais en tout cas, j'ai parlé d'hébergement tout à l'heure, il y a sans doute des cabanons qu'il faudra peut-être garder, mais je ne veux pas m'avancer plus parce qu'il y a d'autres problèmes que vous imaginez derrière ça, et il y a des problèmes juridiques. Oui. Puis il y a d'autres problèmes. Tous les cabanons n'ont pas forcément été construits comme il faut. Le dernier point qui est le plus important peut-être, c'est le lien avec la baie et la continuité en fait. Alors j'ai dit tout à l'heure, j'ai montré qu'il y avait une réflexion qui avait été faite à l'échelle du QC. Il est clair que notre périmètre d'intervention dans l'étude, c'était pas celui qui allait à l'intérieur de la baie, mais on a posé des questions, je crois, dès la première réunion, dès le premier copil. C'est que, effectivement, et ça n'a pas été redit là, mais c'est une évidence, et c'est en rouge dans le rapport, peut-être pas là, mais dans le rapport, c'est que tous ces cheminements-là n'ont pas de sens si à un moment donné, on ne donne pas la possibilité aux gens qui font de l'itinérance équestre, qui font de l'itinérance vélo, qui font de l'itinérance piéton, au-delà du C, de pouvoir avoir une prolongation la plus confortable possible. Alors quand je dis confort, c'est pas un petit mot, c'est la continuité sécurisée, confortable, jusqu'au mont, pas simplement jusqu'à l'accès dans la baie. Mais là, ça dépasse effectivement le champ de notre, pas compétence, mais périmètre d'intervention. Par contre, ça a été dit et redit à plusieurs reprises. Donc ça reste quand même, et ça sera redit s'il le faut ultérieurement. Alors, il y avait plusieurs questions. La première, qui nous a été posée sur la durée, en fait, et finalement ce paysage que j'ai présenté tout à l'heure, est-ce que c'est pas finalement une vue de l'esprit et ça sera dans 40 ans? Non, mais c'est moi qui dis ça, Mais c'est vrai, vous avez raison de la poser, elle a été posée d'ailleurs dans la première présentation à la préfecture il y a 15 jours. Et la réponse, elle sera la plus claire possible. Oui, vous avez raison, mais je ne l'ai pas revenu à la présentation, parce qu'il y avait une inquiétude légitime par rapport à ça, en se disant est-ce que c'est du 10-15 ans. Il y a une partie de ce que vous avez présenté, et une grande partie, j'ai envie de dire, c'est à 5 ans. Enfin, 5 ans, pas au jour d'aujourd'hui, 5 ans après arasement. Et quand je dis 5 ans, ça peut être beaucoup plus vite, parce que, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure sur la vidange, vous avez vu que très vite, au bout de quelques mois, vous avez la végétation qui reconquiert, donc il faut intervenir très vite.
Ça veut dire qu'un an, 2 ans après, et je parle même plus au-delà de 5 ans, vous avez la possibilité, sur certaines images qu'on a vues, d'être exactement dans cette situation-là. Donc c'est pas du long terme, c'est du court à moyen terme. Par contre, en filigrane dans votre question, c'était finalement la gestion derrière tout ça. Et ça, c'est une vraie question, effectivement. On ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais on a eu un atelier, des réunions spécifiques avec notre partenaire expert avocat dans ces domaines là-dessus. Il y a la question, en fait, en amont de ça, du transfert de la propriété des terrains qui se pose. Je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais on est en train de réfléchir sur tout cet ensemble-là. C'est un ensemble de chaînons là. C'est-à-dire qu'il y a le transfert de propriété acquis. Ensuite, la gestion, elle est liée à ça aussi. Hein. Donc là-dessus, on est en train de réfléchir sur les différents cas de figure. Je ne peux pas aujourd'hui dire quelle sera la solution qui va être retenue, parce qu'il y a à nouveau des échanges qui doivent se faire, notamment avec les communautés de communes. Il y a plusieurs hypothèses juridiques possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra, à un moment donné, qu'il y ait un opérateur. Quand je dis un opérateur, ce n'est pas forcément une structure nouvelle. Hein. Attention qu'on s'entende bien. Ça va forcément associer directement les communautés de communes. Ça, c'est clair. Et la solution juridique, laissez-moi encore un petit peu de temps pour vous la donner. Par contre, pour tous les aspects que j'ai présentés, notamment la gestion halieutique, parce qu'il y a la gestion des cheminements, c'est une chose, de l'entretien, mais il y a aussi la gestion halieutique, et ça doit en faire partie, ça doit être lié. Et là, il faudra un opérateur commun. Ça ne peut pas être décomposé. Après, vous avez évoqué aussi en filigrane, quid, tyrolienne, etc. Donc il est clair que là, nous, notre travail là-dessus, notamment, on a prévu en septembre une rencontre et un peu de travail avec les partenaires privés, on parle de Lange-Michel et à d'autres, il faut que ce soit avec eux qu'on réfléchisse là-dessus. C'est-à-dire que l'investissement, il peut être public, mais après, il faut qu'effectivement, la partie gestion, elle soit faite en partenariat avec les privés. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément une gestion exclusivement privée, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à trouver un système qui fait que les privés sont intéressés aussi. Parce que là, on parle de retombées économiques. Les retombées économiques, c'est aussi en premier lieu pour ceux qui déjà aujourd'hui sont là. Il y avait une autre question, peut-être, que je n'ai pas notée. Oui, l'entretien cheminement, c'était ça. Donc là, je ne réponds sans doute pas encore de façon très satisfaisante, parce qu'encore une fois, on a des réunions là en septembre qui vont vraiment être sur ces points-là. Et en tout cas, c'est à l'ordre du jour. Il y a une réflexion sur la bonne solution juridique à trouver pour ça. J'ai son micro alors. Oui, Jean-Paul Doron, donc président du Mongin des fédérations de pêche et production aquatique de Bretagne, Bassan-Vendée, Pays de la Loire, et vice-président de la Fédération nationale. Je voudrais tout d'abord dresser un constat et me féliciter de ce constat, puisque ça a été rappelé, du travail important qui a été mené, qui est un travail collectif, je tiens à souligner, ça a été rappelé par les acteurs, et notamment sur les 9 volets identifiés. Il n'y a pas eu d'exclusion de volets particuliers, fût-il difficile à traiter. Et puis, relever aussi, et c'était dit, sur le fait que quand bien même qu'il y ait effacement ou pas des ouvrages, il y avait des actions qui étaient nécessaires et qui ont été identifiées, et qui d'ailleurs posaient la question de la pérennité même, notamment du pôle Masure et du pôle, je dirais, Bel-Orient, par rapport à la nécessité de mise aux normes. Donc, ces actions de mise aux normes se posaient, et donc, peut-être étaient laissées en suspens, je dis peut-être, je ne suis pas le conditionnel, je ne me permettrai pas de porter un jugement de valeur, par absence de moyens, et là on a une véritable opportunité, me semble-t-il, effectivement, de le faire. Et puis, j'irai rappeler, parce que là aussi, ce programme, c'est le véritable, c'était dit d'ailleurs en avant-propos, c'est le véritable, comment dire, support à un projet de territoire qui ne souffre pas la comparaison avec l'absence de programme, de projet de territoire, en cas, puisqu'on est toujours en conditionnel, en cas de maintien des ouvrages. Chacun pourra bien évidemment apprécier. Et donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus, attirer notre attention collective sur l'opportunité à saisir et à ne pas laisser passer le train de ce programme, et puis d'accompagner au mieux, collectivement, sereinement, l'ensemble de ces volets et le programme d'effacement. Par contre, et je vais rappeler aussi, puisque l'évaluation du programme a été chiffrée à 20 millions d'euros, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, la perte d'exploitation engendre des pertes sèches d'1 million d'euros par an à EDF. Donc c'est, 20 ans de perte de déficit, chronique
d'EDF qui sont investissements, enfin, qui pourraient être investis intelligemment. Ça, c'est le premier point. Là, il me manque, et là, effectivement, j'avais des remarques et des observations sur le fait que, effectivement, ce qui manque un petit peu dans le programme, ne serait-ce que pour donner de la lisibilité, et puis peut-être de gérer une perspective économique, je dirais donc aux acteurs, c'est l'évaluation des plus-values qui sont apportées sur les différents volets. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, je mets au défi un promeneur, qu'il soit équin ou pédestre, de faire le tour du lac et de saisir les opportunités et les ouvertures paysagères, je dirais, qui seraient ouvertes, effectivement, à l'occasion de la mise en œuvre, je dirais, du volet, effectivement, donc, je dirais, intéressant, le développement des balades. Et puis, ça a été dit, la nécessaire anticipation. Alors, la nécessaire anticipation, ça touche la pêche. Et donc, je vais en parler librement, parce que, effectivement, c'est notre champ de compétences. Fussions-nous bénévoles, néanmoins, et ça a été dit, d'ailleurs, je rejoins monsieur, pour l'avoir expérimenté sur d'autres vallées, notamment d'Atouk, en Basse-Normandie. S'il n'y a pas, on a travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie à l'époque, la CCI de Lisieux, avec le député maire de Deauville, qui avait travaillé sur la filière équine. Et s'il n'y a pas une appropriation, une adhésion des privés, effectivement, le projet ne sera pas viable s'il est essentiellement porté. S'il est essentiellement porté par les acteurs du monde associatif ou les collectivités territoriales. Et effectivement, c'est l'ensemble des acteurs, parce que l'ensemble des acteurs bénéficieront et sont en capacité de bénéficier. Et ça, on a des retours des expériences. On a des retours à la fois malheureux, mais aussi des retours positifs. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut anticiper, et sur lequel nous sommes prêts, nous, puisque là, si je vous parle au nom de la Fédération nationale pour la pêche en France, c'est que nous avons dégagé une enveloppe déjà sur ce point. Et puis, l'autre volet sur l'anticipation, ça a été dit pour ce qui intéresse l'aspect masure. Enfin, ça a été dit, sous-entendu. D'ailleurs, c'est une inquiétude légitime du maire d'Isigny le Beat sur le devenir de la masure. Bon, on n'a déjà perdu suffisamment de temps aujourd'hui et la vidange va s'effectuer sur une période relativement longue, puisqu'elle s'achèvera en avril 2018, pour la phase ultime de la vidange, et que pendant ce temps, il va falloir accompagner effectivement toute la visite, ça a été évoqué sur Guérédan, sur Saran, et je pense que c'est un atout aussi pour la masure, à elle aussi de saisir cette opportunité dès à présent, et la vraie réflexion ou question que j'aurais tendance à poser aux acteurs locaux, c'est effectivement quel est le travail prospectif qui a été mené par la mesure sur cet aspect, qui est un des premiers volets qui permet d'emboîter le pas sur la phase suivante de l'aménagement. Et puis, pour ce qui intéresse, donc, et je vais finir là-dessus, sur l'aspect anticipation. Je voudrais attirer votre attention, Madame le Préfet, Monsieur le Directeur de cabinet, et on a dit d'ailleurs à différentes reprises, à la fois en comité de gestion des poissons migrateurs, mais à travers aussi la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les poissons migrateurs, il y a des problèmes de cohérence réglementaire entre la partie maritime et la partie terrestre. À tel point, c'est que le plan de gestion des poissons migrateurs, aujourd'hui, limite sa compétence à la limite transversale à la mer. Et que sur la partie maritime, eh bien, on a de véritables incohérences. Ça a été relevé, je tiens à insister là-dessus. Pourquoi? Parce que le contexte est particulier, dans le sens où, aujourd'hui, la consultation qui intéressait le plan d'action pour le milieu marin vient de s'achever. Nous avons fait effectivement un certain nombre de propositions qui touchent directement ce projet par rapport à l'interface. Il y a une nécessaire gestion entre les poissons migrateurs sur le plateau continental et sur le milieu marin. Les vrais problèmes de cohérence réglementaire, aujourd'hui, je vais citer le cas parce que c'est quand même assez suffisamment éloquent, quand la pêche, quand un site de capture est atteint sur le plateau continental, on peut continuer à pêcher le saumon en baie du Mont-Saint-Michel pour les pêcheurs plaisanciers, avec un poisson par pêcheur et par jour. Donc c'est quand même un vrai problème. D'où effectivement la nécessaire implication et le fait que le plan de gestion terre-mer trouve sa cohérence et son édition. Mais le PAM doit dès à présent, puisqu'il s'agit de la période 2017-2021, intégrer des mesures. Ça c'est une nécessité, c'est indispensable. Et puis enfin pour conclure, par contre j'ai des interrogations sur le volet, je finirai là-dessus, j'ai des interrogations sur le volet effectivement je dirais donc agricole. Pourquoi? Parce qu'à travers le programme, alors j'ai peut-être mal lu, j'en ai pris connaissance et l'exposé a été trop court, c'est vrai, et un peu frustrant dans ce domaine, mais on a véritablement, le sentiment que j'ai, c'est un manque de visibilité
je dirais, entre du programme, entre les trois enjeux. On a parlé des comptes triple performance, et puis des actions. Parce que parmi les trois enjeux, il ne vous aura pas échappé qu'il y a la performance environnementale, et que sur le volet eau, érosion, biodiversité, et érosion touchant le problème des inondations, il y a des progrès, et je dirais des AF effectués sur le volet agricole qui sont essentiels, et qui sont pratiquement des virages, je dirais, à 160 degrés à opérer pour ce qui intéresse l'agriculture. Et puis le dernier point, c'est sur l'absence de lien et de transversalité. Non, c'est toujours je finis là-dessus. C'est l'absence de lien et de transversalité avec le SDAGE, le programme de mesure et le SAGE. Parce qu'effectivement, dans les actions, on ne retrouve pas l'écriture du programme de mesure et du SDAGE. Là-dessus, je vous rassure complètement. Si ça a pris du temps, quelquefois, pour démarrer, parce qu'il pouvait y avoir peut-être des légères divergences, aujourd'hui, le SAGE, le syndicat mixte, c'est pour ça que j'en ai parlé au début, de la vallée du bassin versant de la Cellule, et le pays travaille avec la Chambre d'agriculture, la DSEA et la profession agricole en phase complète, et ça c'est pas quelque chose de nouveau puisque le syndicat mixte travaille sur ce sujet-là depuis, je sais pas, plus de 10 ans sans doute, je sais plus quand est-ce que ça a commencé. 15 ans, oui, ça pense. Mais ça c'est quelque chose, alors il y a plusieurs choses, il y a sans doute une priorité sur ce bassin-là aujourd'hui, mais ça va évidemment jusqu'à la source des rivières, parce que ça, comme le disait madame tout à l'heure, les affluents sont bien sûr concernés. Alors là-dessus, c'est vrai que c'est difficile en effet, en plus de montrer tout le travail qui va être fait dans ce domaine-là, mais je vous rassure, il est bien en cours et va être effectué. Monsieur, pour Monsieur Costard, oui. Costard, je représente la filière conchylicole et je voudrais d'abord remercier le travail qui a été fait et remercier la préfète qui vient clairement de dire que le choix de la ministre a été de protéger clairement la baie du Mont-Saint-Michel, notamment pour la gestion des sédiments, puisque la procédure de vidange ou de vidage doit être faite non pas par le bas, mais par le haut avec une gestion sédimentaire. Donc la filière conchylicole remercie tous les acteurs à ce sujet. Je voudrais aussi apporter une toute petite réponse entre ce qui dépend de la directive 4 sur l'eau et ce qui dépend de la directive 4 DCSMS 4 sur le milieu marin. Je siège au sein du Conseil maritime de façade, du milieu maritime, et je siège au sein du comité de bassin pour la partie eau douce. Et les avis du Conseil maritime de façade par rapport au SDAGE et les avis du comité de bassin par rapport au PAM sont complètement cohérents pour mettre en avant le lien et la cohérence qu'il doit y avoir, notamment dans les estuaires. Parce que voilà, la cohérence doit être assurée entre la partie terre et la partie mer. Et cette partie-là, elle a été clairement mise en avance, que ce soit au sein du comité de bassin d'âge vers PAM, ou que ce soit PAM vers SDAGE. Et je suis dans une commission du comité de bassin qui s'appelle la Polymère, commission littorale et mer, qui est l'interface entre ces deux directives, enfin, qui travaille sur la cohérence des deux directives et des deux plans milieu marin et milieu terrestre. Merci pour le travail qui a été fait. Alors, M. Morin et puis M. Blanc, comme... Juste une petite remarque par rapport à la qualité de l'eau. Dans votre plan agricole, vous avez l'action des collectivités pour conforter le programme d'action agricole. Je pense qu'il est important que les responsables de PCI notamment aient une bonne maîtrise foncière des abords de cours d'eau pour garantir une bonne qualité des eaux. Donc il faudra veiller vraiment à une bonne maîtrise foncière à ce niveau-là. Ma deuxième remarque, c'est par rapport à... Attendez, j'y viens. Oui, c'est par rapport à la problématique d'inondation. Je pense que même si une maîtrise d'ouvrage GEMAPI a été prise par une communauté de communes, je pense que c'est à l'échelle du bassin versant. Il faut maîtriser ces problématiques d'inondation. Donc je pense que, comme le préconisaient les experts, ça serait important d'avoir une réelle étude hydraulique sur le bassin versant de la Cellune, avec une bonne prise en compte des problématiques d'inondation, mais vraiment à l'échelle du bassin. Je ne pense pas seulement à Ducé, à Poyer et à ces communes-là, je pense aussi à d'autres communes. Il y a des inondations aussi sur Saint-Hilaire, on a ça partout. Je pense qu'il serait important d'accompagner ce travail par une vraie étude hydraulique sur le bassin.
Je dois m'absenter pour vous laisser. Et avant, je voulais reprendre un petit peu ce dossier que j'ai pris au vol aux infrastructures. Et j'ai assisté à notre précédente réunion il y a 15 jours où vous avez véritablement découvert ce projet, puisque j'étais, je l'avoue, néophyte en la matière. J'avais bien entendu parler des arasements depuis un certain temps. Tel que je l'entendais, j'avais diverses versions, diverses et variées, et on avait tendance plutôt à dire pourquoi araser, pourquoi supprimer ces barrages, etc. Et je veux dire que, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui à l'attention de mon maître du rêve, M. Roche en particulier, j'ai tout particulièrement apprécié la présentation qui est faite. Alors, c'était un rêve, j'espère que non, mais il y a cette révision qui est en cours, qui laisse peut-être entendre des travaux d'entretien relativement importants, donc il faudra tôt ou tard se décider, et je crois que la décision, elle est tous, nous l'avons tous dans nos têtes. Hein, c'est pas nous de la prendre. C'est pas nous de la prendre. Bon, elle sera prise, Bernard. Pas de problème. Elle est écrite. Alors, elle est écrite. Bon, ce que je tiens à souligner, c'est que ce travail remarquable a réuni finalement tous les acteurs. Vous l'avez tous, intervenants divers et variés. Vous avez tous souligné cet excellent travail qui a pris en compte, qui a écouté tous les acteurs possibles, les agriculteurs, les travailleurs de la terre, hein, mais qui va aussi nous dessiner un volet paysager qui est tout particulièrement remarquable, puisque volet très diversifié. Je pense que celui ou celle qui fera le trajet le long de la cellule ne s'ennuiera pas, c'est vrai, il faut le souligner. C'est pas une balade monotone avec tu l'as dit tout à l'heure, Gilbert, comme un chemin, une voie verte qui plonge la rivière, c'est autre chose. Donc je pense que c'est un sujet véritablement à saisir au vol. En ce qui concerne le département, nous sommes déjà, l'a souligné Gilbert, nous avons déjà commencé puisque nous engageons sur les contrats de territoire au niveau du Bel-Orient et de la Masure, sur un financement, un premier financement de 700 000 €, avant un second financement, donc une enveloppe passante qui serait engagée en complément de l'action de l'État sur ce dimanche. Voilà. Là, tu as quand même écouté qu'il fallait faire des choses pour les 25 000 personnes qui vont venir pendant la village. On en parlera. Voilà, je vous remercie. Vous avez parlé de brèche en septembre 2018 et du bâtiment qui serait détruit dans le programme qui avait été fixé initialement. Moi, j'ai compris que la décision d'arrasement était prise. Est-ce que je suis? Je n'ai pas. Contrairement à ce que dit M. Robert de Philippe, je ne suis pas ministre. Ce que je vous dis, et éventuellement je laisserai M. ce que je peux dire, c'est que l'avidant, la ministre nous demande de la faire dans les conditions qui sont celles qu'on a jugées optimales de réalisation. Donc dans ces conditions-là, il faut faire des brèches et il faut des constructions. Voilà. Donc, oui. Une fois qu'il est construit, on a fait des brèches. Mais dans l'absolu, des brèches, ça se rebouche. J'ai l'impression que les gens de Pouillet, je crois qu'ils vont se reboucher. Pour la roche du bois, il appartient à EDF, et c'est à EDF de faire le vidage. Et elle dit que jusqu'en 2030, il y a avancé en même temps avec le bilan, j'imagine. Dans la. Enfin, vous voulez répondre au niveau de la DPR? Si vous voulez, dans un non-arrasement, on avait les obligations réglementaires 2017. Et l'obligation réglementaire, je crois que c'est ouvert pour la Roche-de-Bois, elle est 2030. Voilà, au plus tard. Là, pour l'obligation réglementaire. Techniquement, M. Béret, vous nous l'avez expliqué
c'était la rue. De toute façon, c'était la Roche-qui-Bois aussitôt après. Dans le cas de la techniquement, ce qui a été présenté en enquête publique, ce qui a été donc soumis à l'enquête publique, c'est l'arasement des deux barrages successivement, après vidange et gestion sédimentaire, des sédiments bandés depuis les deux retenues. La retenue de la Roche-qui-Bois, assurant finalement la décantation des sédiments qui franchiraient le barrage de Bezin. Voilà les éléments qui ont été donc on peut imaginer qu'au bout de 13 ans, les sédiments seront largement déposés. Si on veut le 17 et le 30. Déposés. On imagine bien que dans la Roche-qui-Bois, au bout d'un certain temps, de voir subir le sort de celui de Bezin. C'est dans la continuité. Dans la continuité écologique. Continuité, c'est bien. Alors, monsieur le simplement redire ce qu'a très bien expliqué Burkhart, le préfet, c'est que effectivement la ministre, dans sa décision qu'elle a rendue et dans les lettres qu'elle a envoyées, a demandé, en ce qui concernait les opérations de vidange, un niveau de sécurité optimal soit pris, de manière à ce que l'on ne retrouve pas l'accident écologique de 1993. Donc elle a pris une position extrêmement claire à cet égard. Ça explique que notamment les délais, puisque c'est lissé sur plusieurs années, pour rajouter aussi les coûts, c'est un petit coût supplémentaire. Voilà ce que je voulais simplement préciser. Moi, juste une dernière remarque, ce que j'entends des échanges aujourd'hui, c'est que vous posez la question de l'enchaînement, en tout cas de la suite de la vidange du barrage de Bezin, c'est-à-dire le barrage de Roche-qui-Bois. Je crois qu'effectivement, c'est une question qui est à mettre à l'étude. La dernière. Oui, c'est une question, mais en fait, c'est une question que je porte du milieu maritime. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, la continuité, la cohérence, les estuaires, mais siégeant dans les deux structures, je siège aussi à la commission permanente du comité de bassin, qui est en train de travailler sur le 10e programme et qui a des gros problèmes d'équilibre budgétaire, puisqu'on sait que l'État a pompé dans les budgets des agences de l'eau pour aller faire d'autres actions. Ce que je veux dire, c'est que à la question des arrasements des barrages et à la question du devenir de la Roche-qui-Bois, une des réponses, c'est quand même que, vu de la qualité de l'eau maritime obligatoire, qui est grâce à du barrage, vu de la qualité de l'eau, continuité écologique au 12 des CE, l'agence de l'eau, où je siège, ne pourra pas participer à un financement qui ne serait pas un financement qui aille dans la direction de l'amélioration du bon état écologique du maritime et dans le cadre de la continuité écologique et de l'amélioration de la continuité écologique de la rivière. Donc, en posant la question, on a une partie de la réponse. Autre question? Alors, pardon, madame la préfète, c'est du oui, non, non, oui. C'est du non. On est en Normandie. Elle était présidente, je crois, dans l'Est. Oui, c'est du oui, non, oui, non. Alors on arrête et après on prend une décision pour la Roche-qui-Bois. On commence la vidange et ensuite. Pour l'instant, j'ai la mission sur c'est EDF. C'est EDF qui a la responsabilité de la recherche. Oui, oui. Je pense que ça, c'est quelque chose d'urgent aussi, c'est de savoir ce que EDF va faire. D'autres questions? Il
Bien, écoutez, merci de votre attention. Je vous rends votre liberté et un peu de fraîcheur à l'extérieur.